c'est très facile, je trouve, d'être fort en théorie. Maintenant, il y a la pratique. Comment on peut faire en sorte d'avoir justement voilà, une bonne répartition, une bonne priorisation, sans pour autant qu'un point faible empiète sur un autre. Voilà, mentir pour encenser sa propre personne, ce genre de choses, c'est vraiment le truc dans lequel il ne faut pas tomber, parce que à partir de ça, il n'y a plus aucune limite en fait. Voilà, il va falloir identifier un petit peu les points faibles et les points forts de cette personne. J'ai mis du temps à m'y faire au PPL, je me souviens, j'étais un petit peu frustré. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Minotaur Podcast. Alors pour aujourd'hui, on va avoir plusieurs sujets, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En tout cas, du coup, je tenais à remercier un petit peu, j'ai que des bons retours, en tout cas sur les 2 premiers épisodes de ce podcast donc, que j'ai lancé là très dernièrement. Donc là, j'avais dit à peu près que j'essaierais de faire du coup des vidéos, enfin de sortir du coup un épisode toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Donc là, on va arriver sur presque 2 semaines entre le 2e et le 3e épisode. J'ai eu des semaines assez chargées dernièrement. Du coup, voilà, ça explique un petit peu tout ça. Sinon, pour aujourd'hui, sans trop tarder, on va directement en fait passer à l'énumération des sujets parce que pour le coup, le premier sujet va être un sujet qui risque de prendre un petit peu de temps. J'ai prévu voilà, que ça soit quand même assez long sur ce sujet-là. Donc, j'ai même un doute si j'aurai le temps de traiter le 2e sujet. On verra un petit peu. Je vais essayer de pas dépasser l'heure sur ce podcast parce que je trouve que sur un podcast solo, comme je l'avais déjà expliqué, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de faire des vidéos de plus d'1 heure parce qu'après, je trouve que c'est un petit peu indigeste sur des podcasts solo. Enfin surtout sur des thèmes comme celui-ci. Donc voilà tout, et donc on va énumérer directement les 2 sujets que j'ai prévu de traiter aujourd'hui. Donc le sujet numéro 1, ça va être comment créer sa programmation. Et on va pas parler simplement de quel exercice on doit mettre dans un split, etc. Là, je vais essayer d'entrer en fait dans des détails un petit peu plus intéressants qui pourront directement à te servir à toi qui m'écoutes pour créer ta propre programmation par exemple, mais aussi qui peut être utile justement à des coachs, etc. Des gens qui veulent créer des programmes pour d'autres personnes. Donc bien sûr des coachs, on préférera bien sûr, hein. Mais voilà, comprendre un petit peu tous les points qui vont être intéressants à évaluer et ça va vous permettre aussi de comprendre un petit peu pourquoi voilà, pour moi c'est totalement inutile de suivre le même programme que quelqu'un, etc. Voilà, il faut bien comprendre qu'il y a énormément, je trouve, énormément de points sur lesquels il faut falloir prendre en compte, etc. On parle pas juste du nombre de séries, avec quel groupe musculaire cibler en priorité, on va vraiment parler d'une programmation voilà, sur le long terme, comment avoir une programmation qui va pouvoir convenir parfaitement. Et du coup voilà. Et après sinon pour parler vite fait du 2e sujet que j'ai prévu de traiter, alors ça serait simplement de parler un petit peu plus du fait de se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Alors c'est un sujet qui a aussi beaucoup été traité, hein, on le voit assez, je l'ai vu assez fréquemment hein, sur les réseaux pour le coup. Bien sûr on parlera des raisons pour lesquelles voilà, se comparer aux autres ça va pas forcément être intéressant. Je vais essayer de rentrer aussi un petit peu plus directement dans des trucs qu'on entend un petit peu moins, d'expliquer pourquoi et un petit peu les envers du décor on va dire sur par exemple ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, donc ça, ce sujet là voilà, je me permets le droit, je crois qu'on dit je me réserve un doute un petit peu sur est-ce qu'on aura le temps de bien le traiter celui-ci, donc je verrai si jamais on déborde un petit peu trop et que le sujet numéro 1 prend vraiment beaucoup de temps, à ce compte-là on le traitera peut-être pas, mais je pense que normalement ça devrait le faire quand même, je vais faire en sorte que ça le fasse en tout cas. Donc on va pouvoir attaquer sur ce premier sujet directement. Alors si jamais j'ai le regard qui descend, c'est normal, c'est parce que j'ai mis un petit script histoire de pas oublier quelques petits détails. Voilà, comme je l'ai expliqué, il y a vraiment beaucoup de choses à penser lorsqu'on va essayer de faire un programme du coup pour quelqu'un et pour soi-même d'ailleurs. Pour soi-même c'est toujours beaucoup plus simple au final, même si là ça va faire rapport directement avec l'épisode précédent, même si on va manquer d'objectivité sur son propre compte, ça va être assez simple en termes d'agencement, etc., mais je vais revenir là-dessus. Donc comme on l'a vu dans les précédents épisodes, etc., j'essaie de mettre une petite continuité. Donc dans le premier épisode, on avait vu un peu l'élaboration d'un plan sur le long terme. Ensuite, dans l'épisode numéro 2, on était un petit peu plus concret, comment mettre en place ce plan, comment s'y tenir, etc. au final. Donc voilà, et comment choisir son plan, etc., savoir exactement comment s'y prendre. Là, du coup, on va parler directement de la programmation.
Et donc je trouvais que c'était plutôt intéressant voilà, d'avoir ce lien entre les différents épisodes. On fera de même probablement du coup avec la diète par la suite, mais c'est pas encore pour tout de suite parce que j'ai déjà du coup les sujets suivants pour les épisodes 4 et 5. Donc voilà, je n'en parle pas encore tout de suite, je préfère pas voilà, prendre trop d'avance là-dessus. On ne sait jamais que je change d'avis en cours de route, on ne sait jamais, mais normalement ça devrait être bon. Bref, on va pouvoir attaquer. Alors, attendez, petite pause café. Ça fait plaisir. Alors, donc, pour ce sujet, numéro 1, choisir son programme d'entraînement. Il faut bien comprendre que quand on va mettre en place un programme, une programmation, il va y avoir beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il faut savoir que quand on va faire une programmation, en quoi ça consiste? Ça va consister en trouver le split qu'on va utiliser, c'est-à-dire le format d'entraînement. Ça va aussi consister avec le choix des exercices, la répartition du volume d'entraînement, l'intensité aussi bien sûr, même si là on va parler d'un cadre d'hypertrophie bien sûr, dans un cadre d'hypertrophie, même si ça reste plutôt applicable bien sûr sur d'autres objectifs que l'hypertrophie, vous pourrez quand même utiliser les bases que je vais vous donner, surtout sur le choix du format, etc. Pour moi c'est ça le gros de la chose qui fait que voilà, ça va pouvoir être quelque chose qu'on va pouvoir appliquer sur le long terme. Je reviens là-dessus après, je vais essayer de pas trop digresser comme d'habitude. Enfin bref, du coup, j'en étais où? Je disais, oui, donc le choix des exercices, le choix de l'intensité. Bon, pareil, on va avoir le temps de repos, mais pareil, en hypertrophie, en général, ça change pas énormément. Ça va plutôt être en fonction de l'exercice qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir le choix des exercices, etc. Oui, le choix, on va dire, de la priorisation, quel groupe musculaire je vais prioriser en premier, etc. Donc je vais revenir point par point sur tout ça, et du coup on va voir un petit peu quels sont les éléments à observer, à prendre en compte pour justement mettre en place ce programme et avoir quelque chose qui va nous convenir ou convenir le plus possible à notre coaché, etc. Donc pour moi, le tout début, quand je vais commencer du coup à discuter avec quelqu'un pour lui faire un programme personnalisé, ce que je vais lui demander déjà, les premières questions, ça va être des questions liées directement à sa vie globale, son hygiène de vie, voilà, pour voir un petit peu la possibilité qu'il aura la fréquence sur laquelle il pourra s'entraîner, la durée aussi, etc. des séances. Ça va être très important à déterminer pour pouvoir choisir déjà un split, parce que en fonction du format d'entraînement qu'on va choisir, bien évidemment, quand on va faire quelqu'un qui ne peut pas s'entraîner plus de 2 séances par semaine, maximum 1 heure, par rapport à quelqu'un qui a la possibilité de s'entraîner 5-6 fois par semaine pendant 1h30, forcément on va pas du tout choisir le même format d'entraînement, ça tu t'en doutes bien, et même quelqu'un par exemple qui peut s'entraîner 5 fois par semaine, donc c'est un très bon volume déjà, une très bonne fréquence, mais par contre il peut faire des séances que d'1 heure maximum, contrairement à quelqu'un qui lui n'a pas vraiment de limite de temps, peut passer 2 heures à la salle. Pareil, ça va peut-être jouer sur le choix du format d'entraînement, parce que voilà, si je prends un exemple, une séance de type, on va dire, ce qu'on appelle le bro split, c'est-à-dire vraiment d'avoir un groupe musculaire par jour, ça va sûrement être des séances qui vont être beaucoup plus courtes, mine de rien, que des séances de type full body ou half body, où on a 3, 4, voire même des fois 5 groupes musculaires à travailler dans la séance, même si c'est un petit volume par groupe musculaire, mine de rien, le temps de, voilà, beaucoup de changements d'exercice, ça fait beaucoup d'exercices différents, mine de rien, ça prend plus de temps de faire un half body pour un même nombre de séries totales dans une séance, ça c'est sûr, avec ne serait-ce que le temps d'échauffement, etc. Des différents groupes musculaires. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont quand même à prendre en compte pour ce choix-là. Ensuite, toujours dans le choix du format d'entraînement, il va falloir aussi trouver un petit peu en fonction des objectifs de la personne, et là je vais plutôt parler même de sous-objectifs, c'est-à-dire que là on a quelqu'un qui bien sûr a son objectif principal, ça va être l'hypertrophie générale, mais nous on va identifier que comme entre guillemets sous-objectif, ça va être surtout de rattraper par exemple son point faible biceps. Eh bien, voilà, il va falloir identifier un petit peu les points faibles et les points forts de cette personne. Et là, on va parler surtout pas de points faibles et de points forts en performance, mais plutôt en termes justement d'hypertrophie, vu que ça va être l'objectif principal. Et donc, on va travailler justement sur ces points faibles et points forts, de manière à avoir une répartition de volume qui va être un petit peu plus élevée sur ces points forts,
un petit peu plus élevé sur ses points faibles bien sûr, et inversement un petit peu plus faible sur ses points forts, et on aura aussi un petit peu la même chose avec tout ce qui va être priorisation, c'est-à-dire que on va essayer d'avoir un programme qui va prioriser, c'est-à-dire qui va placer en premier plan les points faibles. Donc ça peut paraître plutôt évident, je trouve, au début, mine de rien, à appliquer sur le terrain, ça peut parfois être un petit peu compliqué, ça peut, voilà, on peut se faire un peu des nœuds dans la tête, des nœuds au cerveau pour réussir à trouver comment agencer le mieux possible, justement, un volume et prioriser un maximum les différents points faibles, et parfois ça va être compliqué parce que on a deux points faibles qui vont être assez difficiles à mettre, on va dire, à mettre ensemble, oui et non. Par exemple, si on a quelqu'un qui justement a un point faible biceps et un point faible sur le dos, ça veut dire que souvent ce qui se porte bien c'est de travailler les biceps avec le dos, donc vu que c'est des tirages et donc ils sont actifs, etc. Mais du coup ça peut poser problème parce que par exemple là du coup qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de faire mes biceps au début d'une séance pull par exemple, et du coup après j'ai moins d'énergie sur mes tirages, du coup oui, j'ai moins d'énergie sur mes tirages et donc je priorise moins le dos, donc ça c'est assez compliqué. À l'inverse, du coup, je me dis, bon, je vais pas partir sur un pull, je vais plutôt partir sur une séance dos et une séance bras, on va dire, dans le split, pour les décomposer un petit peu. Mais du coup, si on fait la séance dos, la veille de la séance bras, potentiellement, on aura moins d'énergie sur les biceps, vu qu'ils sont autant fatigués par tous les tirages. Et inversement, si on fait la séance bras avant la séance dos, etc., etc. Vous voyez, donc, tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Il faut réussir, du coup, à mettre les choses à plat, voir un petit peu comment on peut répartir et comment on peut faire en sorte d'avoir, justement, voilà, une bonne répartition, une bonne priorisation, sans pour autant qu'un point faible empiète sur un autre, ou n'empiète trop même sur quelque chose qui n'est pas forcément un point faible mais qui n'est pas non plus un point fort, et on n'a pas envie de le délaisser et de le mettre de côté. Donc ça reste des choses qui sont très importantes. Et oui, donc ça reste des choses qui sont très importantes et qu'il faut savoir prendre en compte et surtout remettre dans le contexte, parce que c'est très facile, je trouve, d'être fort en théorie, c'est-à-dire ah oui ok, moi j'ai compris que quand il y a un point faible il faut savoir le remettre en priorité, etc. Maintenant, il y a la pratique. Quand on est sur le terrain et qu'il faut du coup maintenant appliquer ça sur un programme, parfois, comme je viens de l'expliquer, ça peut être très compliqué en fait. Ça peut vraiment, on peut se creuser la tête pendant 20 minutes sans trouver de solution, à se dire putain, il a vraiment pas la personne en question, il a vraiment pas les points faibles qu'il faut, parce que du coup, ils s'empiètent tous les uns sur les autres, donc ça va être compliqué de prioriser. Après, on peut très bien, du coup, d'une manière plus générale, là on va ressortir du choix du split, mais plutôt étaler ça sur une programmation très long terme et dire ok, là pendant 3 mois on va prioriser que ce point faible là, et ensuite pendant 3 autres mois on va prioriser plutôt ce point faible là, etc., etc. On peut du coup après jouer sur des formats un peu de cycle, et c'est quelque chose qui va beaucoup permettre de solutionner tout ça. Mais après d'un autre côté, ça nous oblige en fait à faire une concession, et si on arrive à trouver la solution, ça peut être intéressant de ne pas avoir à faire cette concession, et c'est là qu'une bonne prog, je trouve, peut être vraiment intéressante. C'est quand on arrive à avoir tout qui est tout qui arrive à être millimétré parfaitement, et qu'en fait on n'a même pas besoin de faire de concession, et qu'on a vraiment quelque chose qui convient parfaitement à son client, à son coaché, à son ami, à soi-même, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après, quels autres éléments on va prendre en compte quand on va choisir le split? Du coup, comme je vais revenir un petit peu dessus, ça va être le temps de séance, bien sûr. Donc, le temps de séance, pour moi, c'est important parce que, comme je l'ai expliqué, voilà, une séance de type half body, etc., ça peut être assez compliqué. Moi, personnellement, je suis repassé, j'ai préféré en fait maintenant repasser sur, par exemple, plutôt du 6 training semaine plutôt que du 5, en transformant en fait des sortes de formats un petit peu push-pull, mais moi c'était des push-pull un petit peu différents que le push-pull classique, on va dire, en les transformant en des séances un petit peu plus typées bro split, on va dire, parce qu'en fait tout simplement ces séances là elles sont en semaine, et que au final maintenant, au lieu de me prendre 1h30, elles me prennent plutôt 1h15 maximum, et mine de rien c'est un petit gain de temps dans ma journée qui fait que je suis un petit peu moins ric-rac, et au final ça me plaît beaucoup plus de faire comme ça, et voilà. Et voilà, donc ça peut être aussi un point bien sûr très important, mais ça c'est assez classique. Ensuite, pour moi, je sais plus au combienième point on en est, peut-être 3e, 4e point, je sais plus, qui va être pour moi presque primordial, ça va être
on va dire l'adhérence, c'est-à-dire plutôt qu'est-ce que la personne aime faire, c'est-à-dire si la personne me contacte et me dit là actuellement je suis en split, en bro split on va dire, mais j'aimerais bien changer de format d'entraînement parce que ça fait 3 ans que je suis ce format et voilà j'en ai marre en fait tout simplement, et bien là, pourquoi le garder en bro split, même si c'est quelque chose qui pourrait paraître optimal sur le papier, je sais pas, parce que la personne n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, etc. etc. Sur le papier, ça peut paraître optimal, mais en fait, la personne, elle a plus trop envie de s'entraîner comme ça. Donc, voilà, à l'inverse, ça peut être sur un PPL, voilà, quelqu'un qui est en PPL depuis le début, il a envie de passer sur des séances un petit peu plus précises, pourquoi pas alors inclure quelques séances de type split, de type bro split, du coup, dans la programmation, pourquoi pas, etc. etc. Ça, c'est à voir directement, en fait, avec la personne, ou du coup avec soi-même. Là, si du coup je veux montrer encore un exemple pour moi-même, il y a encore 2 ans je crois, j'étais sur un format vraiment PPL classique, donc un PPL x2 sauf les jambes. En gros je faisais 5 trainings semaine, donc je faisais push-pull, leg, push-pull tout simplement. Mais en fait, moi j'avais commencé la musculation par un bro split, un classique, 5 trainings semaine avec voilà, un jour un groupe musculaire, et j'aimais bien en fait tout simplement, et j'ai changé parce que ça faisait peut-être 2 ans je crois, un truc comme ça, que j'étais dessus. Donc je me suis dit bon pour ma 3e année je vais essayer le PPL histoire de ne serait-ce que de me faire une expérience. Donc c'est ce que j'ai fait, et au final j'ai mis du temps à m'y faire au PPL. Je me souviens, j'étais un petit peu frustré sur le fait de pas se détruire, on va dire, un groupe musculaire sur une seule séance. Et voilà, en 1h30 de séance, des fois j'avais moins de sensations qu'en 40 minutes avec un bro split. Donc c'était quelque chose qui avait tendance un petit peu à me frustrer, je me souviens. Et au fur et à mesure du temps, je m'y suis habitué. Je l'ai gardé pendant longtemps, ce format PPL x2. Je pense que j'ai dû le garder bien plus d'1 an, je pense quand même. Et au final, à force, j'ai commencé à ressentir un peu un manque sur le fait de la manière dont je m'entraînais avant, c'est-à-dire vraiment où j'allais cibler qu'un seul groupe musculaire pendant toute la séance, et du coup je me concentrais à fond sur ce groupe musculaire en mode vraiment destruction de toutes les fibres musculaires. Et ça c'est vraiment quelque chose que moi j'aime bien, parce que j'aime m'entraîner avec une grosse intensité, et c'était quelque chose voilà, qui me faisait assez kiffer de vraiment d'envoyer un maximum, et de sentir que j'arrivais au bout, que mon groupe musculaire voilà, il commençait vraiment à cramper en fin de séance et que je pouvais plus rien faire. C'était quelque chose qui me manquait sur le format PPL, et c'est pour ça que je suis retourné du coup moi sur un split. En gros j'avais fait un mélange, là ça je l'ai gardé pendant pas mal longtemps aussi, je l'ai gardé pendant plus d'1 an je crois, où je faisais en gros comme un bro split en début de semaine, c'est-à-dire que je faisais pec, dos, ensuite je faisais jambes, et ensuite je refaisais push-pull. Grosso modo c'était ça. Ça je pouvais me le permettre aussi parce que moi j'avais pas beaucoup, voilà, les bras sont plutôt un point fort chez moi, donc j'avais pas beaucoup de volume à avoir sur les bras, et du coup je pouvais prioriser un petit peu plus mes pecs et mon dos directement sur des séances à part, et c'était plutôt cool, et j'ai beaucoup aimé du coup ce format d'entraînement. Je l'ai gardé pendant très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui où du coup là il n'y a pas si longtemps je suis repassé directement sur un format un petit peu plus typé split, parce que j'ai rajouté une séance dans la semaine, et en fait simplement le volume que j'avais sur mon push et pull, grosso modo je l'ai un peu réparti sur cette dernière séance que j'ai rajoutée en 6e séance, et voilà, et du coup je retrouve un peu plus de sensations comme j'aimais avant, des séances qui sont peut-être un petit peu moins longues en plus de ça, et du coup au final ça fait que j'ai une bien meilleure adhérence. Même du coup là en ce moment je suis dans un très bon cycle où mes performances augmentent vraiment bien, donc ça c'est clairement c'est top, et c'est vraiment quelque chose que je recommande, de pouvoir trouver justement le format d'entraînement sur lequel on va aimer s'entraîner, parce que quand on va dans une séance avec voilà un peu on y va à reculons, etc., la boule au ventre, on va forcément être moins performant, on va forcément moins aimer, et on aura moins d'adhérence sur le long terme, etc. etc. Là pour moi aujourd'hui c'est hors de question que je fasse sauter une de mes séances, parce que simplement j'adore trop mes séances en ce moment en fait. Donc après ça a toujours été hors de question de mon point de vue, parce que voilà bien sûr j'ai une certaine discipline on va dire, mais là encore plus, parce que genre vraiment j'attends mes séances avec impatience, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important et qui se perd énormément malheureusement avec des gens qui font des progs qui sont optimales sur le papier, mais qui au final leur plaisent pas forcément. Et après, à part l'adhérence, on aura encore d'autres, on a encore même, j'ai envie de dire, beaucoup d'autres facteurs, mais pour après refaire un peu, on va dire, dans la globalité, et passer un petit peu, voilà, on va pas passer non plus 1 heure juste sur le format d'entraînement, mais on aura aussi les facteurs de simplement, on va dire, de récupération, etc., donc qui vont être liés directement parfois à l'hygiène de vie, etc.
Par exemple, ça sera pas forcément intéressant pour quelqu'un, voilà, on a quelqu'un qui nous demande un programme qui est une personne qui a un travail où elle va beaucoup avoir sa chaîne postérieure, par exemple. Je pense à quelqu'un qui doit soulever des charges, etc. très fréquemment. Cette personne-là, ça sera pas très intéressant pour elle, enfin ça sera pas très pratique d'un point de vue adhérence sur le long terme, etc. Ça sera vraiment pas utile de lui mettre une grosse fréquence justement sur des exos, par exemple sur du bas du corps, ou sur des exos où on va avoir toute la chaîne postérieure qui sera en tension. Je pense surtout à la zone lombaire indirectement, parce que voilà, si vous l'avez déjà expérimenté, les courbatures sur la zone lombaire, elles sont vraiment presque, j'ai envie de dire, incapacitantes. Sur certains mouvements, ça peut vraiment être compliqué, et ça peut même se découler en douleurs qui peuvent être vraiment gênantes, qui peuvent même, on transforme vite pour le coup ce genre de douleur en douleur sciatique, etc. Et pour le coup, quelqu'un qui a un métier où il doit soulever des charges très fréquemment, non merci, clairement on va essayer d'éviter. Donc toutes ces choses-là, voilà, on pourrait dire que là, on a une personne qui a un point faible justement sur sa chaîne postérieure. On voudrait la bosser un petit peu plus, on voudrait qu'il y ait un bon volume dessus. Malheureusement, c'est compliqué de lui mettre une grosse fréquence sur cette zone, parce que justement, elle a un métier où elle a besoin de soulever des charges. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu quelqu'un qui était boulanger par exemple, et il m'expliquait que en tant que boulanger, il devait soulever des sacs de farine de 25 kg très très fréquemment. En plus de ça, voilà, c'est un métier qui est fatigant parce qu'on est on est debout tout le temps, on est levé très très tôt, donc c'est un rythme qui est quand même assez fatigant, le métier de boulanger. Dans le même esprit, j'avais une personne dernièrement qui était chauffeur-livreur, mais dans le secteur de la boisson, donc c'est-à-dire que du coup il devait porter des fûts à chacune de ses livraisons, et du coup il se retrouvait à porter plus d'1 tonne par jour de fûts. En plus c'est du liquide, donc c'est lourd à porter, etc. C'est encore plus lourd que si on porte juste des poids solides, on va dire. Bref, ça c'est du détail. Tout ça fait que par exemple, ces deux profils-là, je sais que c'est des personnes, même si c'est important de renforcer leur chaîne postérieure, par exemple, je vais pas leur mettre une grosse fréquence dessus, parce que on peut pas se permettre, malheureusement. Si je peux, et si ça rentre bien dans la programmation, je vais faire en sorte de les mettre la veille d'un jour de repos, par exemple. Donc imaginons que leur jour de repos soit samedi, dimanche, je vais essayer de le caler le vendredi, ça serait possible. Si c'est possible, si ça va bien dans l'engrenage, on va dire, de leur programmation, ça peut vraiment être un plus de réussir à le mettre justement juste la veille de jours où ils n'ont pas besoin d'utiliser cette chaîne postérieure. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte, et du coup sur la récupération globale de la personne ou de vous-même, si vous traitez pour votre propre cas, il faut vraiment prendre en compte toutes ces petites choses-là. Mais quand on gère son propre cas, en général, c'est des choses qui nous viennent tout seuls. On se pose même pas, on va dire qu'on se pose presque pas la question. On le sait tout de suite, et donc c'est assez facile. Mais mine de rien, quand on le fait pour quelqu'un d'autre, avoir ne serait-ce que cette idée-là d'y penser, c'est déjà quelque chose qui va changer du tout au tout une programmation, et qui sur le long terme va totalement changer. Là on a vraiment quelque chose qui est sur mesure pour la personne. Et du coup, vraiment, pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est la prise en compte de ces détails qui sont dans la vie des gens, et qui fait que du coup, on va réussir à avoir une programmation qui, pour moi, est vraiment 100% personnalisée. Et c'est pas juste oui, regarde, je t'ai personnalisé ta prog parce que j'ai vu que tu as un point faible biceps, donc tu as vu, je t'ai mis les biceps en début de semaine. Ça, c'est bien. Maintenant, on essaye d'être un petit peu plus loin, et on essaie d'avoir un niveau un peu plus élevé que juste choisir les points faibles et les points forts. Ça, pour moi, c'est un peu le b.a.-ba. C'est le niveau 1, on va dire, de savoir faire une programmation. Maintenant, quand on arrive à adapter ce genre de choses, c'est là qu'on voit que c'est intéressant, et c'est pour ça que je dis que ne jamais suivre la prog de quelqu'un d'autre, parce que si c'est une prog, s'il a une bonne programmation qui lui est vraiment personnalisée, comme dans ce cas-là, alors vous pourriez avoir les mêmes points faibles, vous pourriez avoir les mêmes insertions musculaires, les mêmes points forts biomécaniques, etc. Ça, j'y reviendrai après dans le choix des exercices d'ailleurs, etc. Qu'au final, vous n'aurez pas la même prog, parce que tout simplement, vous avez de toute façon pas la même vie à côté de la salle de sport. Il faut bien comprendre que la plupart des gens, ils ont un travail à côté, ils ont
un train de vie à côté et que la salle de sport, mine de rien, ça reste que secondaire, même si c'est limite leur objectif principal sur l'année, etc. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont pour moi à prendre en compte et qui sont, j'ai envie de dire, vraiment primordiales pour avoir vraiment une prog qui est personnalisée. Je pense que du coup on va avoir fait le tour sur un peu le choix du format. Je pense que vous aurez compris un petit peu mon point de vue. Il faut réussir à assembler le maximum d'éléments et pour certaines personnes ça va pas être grand chose, ça va être vraiment juste comme je disais le niveau 1, hein, juste parce que ils ont un métier plutôt sédentaire à côté, ils n'ont pas trop de problèmes, on va dire, en termes de planning, etc. Donc en fait, on va pouvoir un peu modeler comme on veut et c'est assez facile. Par contre, il y a certaines personnes où travail difficile, peu de temps pour s'entraîner, s'entraîne à des horaires aussi, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que l'horaire à laquelle tu t'entraînes, ça va mine de rien aussi beaucoup impacter le type de séance qu'on va pouvoir faire, etc. Parce que peut-être que la personne s'entraîne à 6h du matin, donc avant son travail, parce que elle n'a pas le choix niveau timing, etc. Mais que pour autant elle sait que c'est quand même des moments où elle a moins d'énergie et elle performe mieux quand elle s'entraîne le soir. Donc ça c'est toujours des choses à prendre en compte, etc. etc. Et c'est aussi à prendre en compte sur la diète, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez complet. Et c'est pour ça qu'en général, moi je vais toujours conseiller quelqu'un. Prenez un bon coach pour vous faire une prog, parce que un bon coach, c'est quelqu'un qui saura remettre toutes ces choses-là dans un contexte. Et quand on a en plus de ça une diète à gérer, etc., c'est vraiment un tout. Et juste demander à un pote qui s'y connaît un petit peu en muscu ou ce genre de truc, ça m'étonnerait que vous ayez vraiment la diète, la prog la plus optimale pour vous. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi des points qui sont très très importants et qui changent énormément la donne sur le long terme surtout. Du coup voilà, après ça je voudrais parler maintenant du choix des exercices. Une fois qu'on a choisi son format d'entraînement, donc on sait maintenant que par exemple j'ai cette personne là, on va essayer de ne pas dépasser des séances de 1h, 1h15 par exemple, parce que il n'a pas trop le temps, il s'entraîne le matin justement avant son travail, donc il ne peut pas se permettre de faire des séances de 2 heures, etc., etc. Donc voilà, là on a choisi maintenant le format d'entraînement, on sait combien de temps on a pour s'entraîner, on sait quel muscle on va essayer de prioriser, etc., etc. Donc on a vraiment choisi maintenant les grandes lignes et maintenant on va pouvoir tisser là-dedans, on va pouvoir broder la séance directement en choisissant les exercices. Et le choix des exercices, en réalité, moi je trouve qu'il est moins complexe que le choix du format. Pour moi, vraiment le gros, ça va être le choix du format. Maintenant, le choix des exercices, il va falloir déjà trouver les exercices qui sont des bons exercices, même si je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mauvais exercices, mais qui vont être de bons exercices déjà de manière générale, c'est-à-dire que on va quand même s'il n'y a pas de bons ou mauvais exercices, je trouve qu'il y a quand même des exercices où on sait que il a potentiellement pour la personne lambda il va être plus facile à pratiquer que un autre. On sait déjà que il y a des exercices qui vont quand même être plus faciles à mettre en place, etc. Donc on va déjà partir de cette base là. Ensuite on va du coup choisir les exercices qui vont le plus correspondre justement au profil de la personne. Par exemple, on va prendre en compte directement là son profil biomécanique, on va dire, et aussi en partie ses insertions musculaires. Si je prends en compte que là on va parler, du travail des pectoraux, on voit que la personne, elle a plutôt, on va dire qu'elle a vraiment le profil type pour que les mouvements de poussée soient un point faible pour elle en termes de performance. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément un point faible pec ou un point faible épaule, ce genre de choses, mais juste les mouvements de poussée, d'un point de vue performance, il aura un petit peu plus de mal. Il ou elle, peu importe. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que, par exemple, on voit que clavicule très très large, cage thoracique plutôt fine, bras avant, bras long, etc. Ça, c'est tous des facteurs. On se dit, ok, potentiellement, il aura beaucoup de mal sur les mouvements de poussée. Potentiellement, même les mouvements de poussée, je sais pas, type un développé couché, pourraient lui faire mal à l'épaule plus facilement que pour son voisin qui lui a plutôt une cage thoracique épaisse, des clavicules courtes, des épaules qui vont pas au final être trop engagées sur des mouvements de poussée de ce type, etc., etc. Donc ça, c'est toutes des petits détails qui vont être à prendre en compte, et en fonction simplement de l'environnement dans lequel il va s'entraîner, s'il s'entraîne dans une bonne salle, s'il s'entraîne dans une salle un peu plus typée Basic Fit, c'est pas pour tirer sur Basic Fit, mais ou dans un home gym, etc., qu'il n'a pas forcément beaucoup de matériel,
Tout ça, ces choses, on va les prendre en compte pour essayer de trouver du coup les meilleures alternatives, les meilleurs exercices qui vont lui correspondre pour pouvoir du coup être adapté à son profil et pouvoir lui permettre la meilleure progression possible. Donc on va avoir plein de facteurs, hein, comme je l'ai expliqué, des facteurs on va dire de biomécanique, etc. directement, liés à ces segments osseux, mais aussi à ces insertions musculaires. Hein. Ça peut toujours être intéressant. Voilà, quelqu'un pourrait prendre l'exemple des pecs, quelqu'un qui a des pecs plutôt hauts aura peut-être plus de mal à ressentir ses pecs sur des mouvements. Par exemple, quelqu'un qui a des pecs bas, il va ressentir très très bien ses pecs sur les dips, il n'y a pas de souci. Là je prends un petit peu mon exemple en fait indirectement, moi j'ai des pecs plutôt hauts, donc là c'est plutôt facile comme exemple du coup à prendre, mais moi comme j'ai des pecs plutôt hauts, je ressens pas trop au final mes pecs sur des dips, je vais plutôt ressentir mes épaules, mes triceps. Du coup si je veux travailler un peu plus mon bas de pec, plutôt que d'avoir un exercice un peu plus général comme les dips, il va falloir que je cherche plutôt un exercice un peu plus, on va dire d'isolation ou avec une convergence, etc. Donc avec une machine, un peu plus de stabilité, etc. etc. Ça c'est des choses qui vont bien sûr être à prendre en compte dans le profil de votre athlète, de la personne que vous souhaitez faire progresser. Et du coup, ça va amener sur un choix d'exercice. Également, dans le choix des exercices, il va falloir prendre en compte des facteurs extérieurs. Par exemple, l'heure à laquelle il s'entraîne. Si on a quelqu'un qui s'entraîne le soir, ça veut dire qu'il s'entraîne à une heure de pointe. Ça veut dire que potentiellement, des exercices avec 2 poulies en même temps vis-à-vis, par exemple, 2 poulies plus un banc, peut-être que ça va être compliqué parce que du coup à chaque fois il va devoir attendre 30 minutes pour qu'il y ait quelqu'un pour que les 2 poulies soient libres et qu'en même temps alléluia il y a son banc qui soit dispo aussi, tu vois. Donc ça c'est quand même assez compliqué. Voilà quoi, quelqu'un qui s'entraîne tard le soir, voilà, on va pas lui faire faire des biceps ou voilà où il a besoin de 2 machines parce que il aura jamais les 2 machines de dispo en même temps, ça va lui faire perdre énormément de temps et il y a des risques que ça saute du coup. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre directement donc lié à l'horaire. Ensuite on va aussi avoir les goûts du pratiquant tout simplement parce que il va peut-être qu'on va se dire ok, pour lui son profil, ce que je vois c'est que il a un profil pour bench, lui clavicule court, cage épaisse, des bras courts, lui il va être monstrueux au bench, mais par contre au final il nous dit alors moi je déteste le développé couché barre libre, je trouve ça trop ennuyant comme exercice, trop embêtant, il y a trop de contraintes à prendre en compte, etc. Je trouve qu'il est trop compliqué cet exercice, vraiment j'aime pas. Alors c'est assez rare, en général quelqu'un qui a une génétique pour un exo, c'est très rare qu'il ne l'aime pas parce qu'en fait il progresse facilement dessus, etc. Mais bref. Mine de rien, ça peut arriver qu'ils nous disent voilà moi j'aime pas cet exercice, alors que nous on se serait dit top, cet exercice là il va être trop optimal pour lui. Au final c'est optimal encore une fois sur le papier, dans la pratique ça va pas être trop petit parce qu'au final c'est un exercice qu'il aimera pas, sur lequel il ira à reculons et donc il performera beaucoup moins. Donc voilà, toujours cette notion d'adhérence, et donc on va plutôt choisir, voilà, si en général quand moi une personne me dit alors il y a cet exercice là je l'adore, encore hier j'ai fait une programmation, quelqu'un qui me disait qu'il adorait l'overhead press, c'est pas la première fois qu'on me le dit d'ailleurs ça, moi j'adore l'overhead press. Donc l'overhead press c'est du développé militaire debout avec une barre du coup. Clairement en hypertrophie c'est pas un exercice qui va être entre guillemets optimal, alors ça reste un bon exercice honnêtement, mais voilà, manque de stabilité, voilà, la trajectoire de la barre qui peut être compliquée avec le passage du menton, etc. Le fait de la manque de stabilité aussi, on va avoir tendance du coup, alors ça peut être aussi un point positif entre guillemets, voir comment on voit la chose, mais voilà, l'envie toujours du coup de tricher en poussant sur les jambes, etc. à prendre en compte dans la standardisation du mouvement, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas forcément un exercice opti, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit d'ailleurs ça. J'ai eu plusieurs profils justement avec des gens qui me disaient j'adore l'overhead press, entre choisir entre un développé militaire à la machine où on va être bien stable, ou à la Smith machine, ou je sais pas moi aux haltères parce que la trajectoire est meilleure, je vais lui mettre du overhead press, c'est pas grave qu'il ait pas un banc derrière son dos qui fait que du coup il est stable, etc. S'il aime bien le mouvement, potentiellement il va beaucoup plus progresser que si je lui mets un mouvement qu'il aime pas. Et puis en plus de ça, dans sa programmation, au bout de quelques mois, il dira ah ouais ça me manque beaucoup l'overhead press, j'aimais bien le faire avant, maintenant le développé militaire à la Smith par exemple, au final j'aime pas trop, je trouve ça ennuyeux. Tout ça c'est des choses qui sont très importantes encore une fois à prendre en compte. Je pense que c'est presque la notion principale, que ce soit dans le format d'entraînement, dans la diète, dans la routine générale et dans le choix des exercices encore, c'est vraiment de choisir toujours ce qui va
entre guillemets plaire le plus. Alors parfois il faut savoir aussi faire des concessions, c'est pour ça que voilà, il y a des gens peut-être ils vont être un peu trop dans l'excès. Bon, souvent sur le training ça se voit pas trop et il n'y a pas trop de soucis, mais ça peut être sur la diète, voilà, le mec est en sèche mais il veut trop garder dans ses diètes tous les jours un aliment plaisir de type je sais pas moi, un sneakers, le truc il fait 300 cales pour 20 grammes, il cale 0 et en plus de ça il envoie beaucoup de cales. Si le mec est en déficit calorique, bon là il faut savoir remettre les choses dans leur contexte et faut savoir un petit peu aussi avoir ce point de vue objectif. Quand on est coach sportif, c'est aussi la personne nous paye pour aussi avoir un peu ce point de vue objectif et pour qu'on soit là pour dire non écoute malheureusement tu vas pas pouvoir avoir ton sneakers encore tous les jours malheureusement parce que là on est en déficit calorique et là ça va être compliqué vraiment de l'inclure dans ta diète et ça te desservira sur le long terme. Alors qu'en maintenance, il n'y aurait pas de soucis, etc., etc. Donc voilà, ça c'est... Et dans le training, bon, ça se voit beaucoup moins, je trouve, parce que c'est rare que quelqu'un soit accro à, je sais pas moi, on pourrait prendre l'exemple de... Le mec adore l'overhead press, mais il adore aussi le développé militaire halter, et il adore aussi le développé militaire barre libre avec le dos appuyé sur un banc, etc., etc. Et plus il a envie de continuer à travailler des épaules jetées. Alors on va commencer à lui dire attends, ça fait un peu beaucoup de mouvements, je sais que tu as envie de tous les garder, si tu veux on peut les cycler et faire là pendant un cycle, on en enlève tous sauf un et on le travaille bien, et ensuite on changera, on refera dans un autre cycle, pourquoi pas, mais voilà, pas là pour le coup faut pas, si c'est les 4 exos qu'il adore faire, c'est 4 exos pour le deltoïde antérieur, un mouvement de poussée verticale, ça a commencé à faire beaucoup, donc au pire on peut en garder 2, mais voilà, là bien sûr il faut savoir apporter aussi son point de vue objectif en tant que coach sportif bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'on est là, mais voilà, ça pour le coup c'est vraiment très très rare, c'est rare si en vrai justement hier sur la prog de la personne qui aimait le overhead press, il m'a dit qu'il aimait aussi beaucoup le hack squat et le bell squat, donc c'est bien déjà dans une salle bien équipée, d'avoir un hack squat et un bell squat, ça c'est cool, mais enfin petit aparté, mais honnêtement, je lui ai dit bon, c'est pas forcément utile que dans la même séance on ait et du hack squat et du base squat. Alors à voir au niveau de la répartition. Là, ce que j'ai fait, c'est que bon, lié à sa prog directement, je voulais pas qu'on ait 2 fois un mouvement de type squat parce qu'il fait 2 fois les jambes, mais plutôt un axé, on va dire quadriceps et l'autre plutôt chaîne postérieure. Donc je lui ai pas mis les deux en fait. Simplement, j'ai mis que du bell squat pour l'instant. Et je me suis dit qu'on verrait par la suite dans, par exemple, là je me suis mis une petite option, on va dire, soit entre 4 ou 6 semaines, en fonction de comment ça évolue, pour repasser sur du hack squat par la suite, en fonction de son envie aussi. Mais bref, donc je digresse pas trop là-dessus, mais voilà, par exemple, voilà, j'ai choisi, je voulais pas mettre 2 mouvements de squat parce qu'après ça allait faire beaucoup en fait dans sa programmation, on va dire, dans son train de vie, etc. Et du coup, je trouvais pas ça intéressant de mettre 2 mouvements de squat dans la même séance ou même dans la même semaine pour le coup. Donc voilà, donc j'ai fait un choix, j'ai choisi le bell squat parce que c'est le plus facile des deux, on va dire. Voir comment ça s'implémente et pourquoi pas ensuite mettre du hack squat. Donc voilà, ça c'était juste un exemple concret que j'ai eu justement hier. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre sur le choix d'exercice? Tac tac tac, donc ouais, on a fait le tour, on a fait horaire, on a fait les horaires, on a fait du coup les points forts anatomiques, biomécaniques, ensuite les préférences, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais, aussi la praticité, bon ça va rejoindre un petit peu l'horaire, mais par exemple, imaginons que on est, voilà, pour gagner du temps, etc., sur une séance où on va travailler les bras, on va se dire, bon bah du coup, les biceps et triceps, ça se porte bien en superset parce que c'est des antagonistes qui sont pas des mouvements en plus polyarticulaires, donc c'est pas trop fatigant de les travailler en superset par rapport à faire pec dos, par exemple, ce genre de truc, donc ça se porte plutôt bien, je trouve. Pour moi, c'est limite un des seuls trucs qu'on peut vraiment faire en superset efficacement, on va dire, sans que ça empiète un petit peu sur la récupération et la performance. Donc on va lui mettre par exemple du coup du biceps triceps en superset, mais le choix d'exercice va aussi s'orienter sur le fait qu'il faut que le superset soit pratique. Si on a
quitte à choisir, on va essayer de favoriser des exercices. Par exemple, si on a le premier exercice, enfin l'exercice biceps qui va être sur banc avec halter, on va essayer de faire en sorte que l'autre exercice, l'exercice triceps qui va être en superset, on va faire en sorte que ça soit pas un exercice qui est sur une poulie à l'autre bout de la salle ou sur une machine à l'autre bout de la salle, parce que le mec va faire des allers-retours, il va prendre 2 minutes de repos dans son propre superset, enfin ça va être interminable. En plus, le temps qu'il parte, voilà, on va lui prendre ses haltères ou son banc, inversement on va lui prendre sa machine. Franchement, c'est galère, donc c'est pas très pratique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de favoriser justement d'avoir les deux exercices qui vont être sur le même poste de travail. Donc quitte à choisir que ce soit tous les deux sur le banc avec des haltères, pourquoi pas, mais après bon, si c'est avec un avec haltère et l'autre avec la barre aux Z par exemple, bon ça pose pas de souci, normalement il n'y a pas de souci, il peut poser sa barre aux Z à côté de lui, voilà, tant qu'il n'y a pas à faire des déplacements d'1 kilomètre, voilà. Ça c'est aussi des choses à prendre en compte, donc la praticité des exercices, et un peu dans le même style, c'est que s'il n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, peut-être pas mettre des exercices où il y a une mise en place qui prend 30 minutes, c'est-à-dire par exemple choisir entre un leg extension plate loaded, donc c'est-à-dire on va venir désolé pour l'accent anglais qui est pas ouf, mais voilà, vous avez compris. On va venir on va mettre du coup les disques directement dessus, ou un leg extension pin loaded. Peut-être que ça va être plus pratique de faire le pin loaded parce que tout simplement le pin, il y a juste à hop, on clipse, alors que le leg extension, celui-ci c'est un leg extension, il est facile, il faut mettre 6-7 plaques sur la machine pour qu'elle soit pour être en difficulté. Super, mais du coup le mec, voilà, le temps si en plus de ça il doit faire une série de chauffe et tout, qui commence à mettre ces 6-7 plaques, en plus de ça, elles sont peut-être pas dispo parce qu'il s'entraîne à 18h, etc., qu'au final il se retrouve à attendre 10 minutes pour pouvoir avoir toutes les plaques qu'il lui faut pour pouvoir mettre sur la machine, etc. Mine de rien, peut-être au final ça change pas grand chose de choisir plutôt la pin loaded, elle sera plus pratique et ça sera beaucoup plus simple. Ça peut être des petits, pour le coup c'est pas des choses qui changent énormément, mais dans la praticité ça peut toujours être intéressant, toujours important, et voilà, et ça peut être sur plein de choses, hein. Ça peut être un exercice en unilatéral plutôt qu'en bilatéral, etc., ça peut toujours être intéressant. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour sur le choix des exercices. Je suis pas trop revenu dessus, c'est un peu voilà le choix de l'exercice qui va être un peu plus optimal. Voilà, sur son grand dorsal, voilà, il a telle insertion, donc peut-être que lui, son grand dorsal, il va mieux le ressentir sur des mouvements de tirage avec un axe un petit peu plus horizontal qu'un axe un petit peu plus vertical, etc., C'est des choses à prendre en compte, mais là ça va faire appel directement à de la biomécanique. Il faut avoir, on va dire, certaines connaissances, et encore une fois, bon, c'est pas dramatique si on les a pas, mais si vous voulez justement avoir quelqu'un qui a ce type de connaissances, là pour le coup je pense qu'il faut vraiment faire appel à un coach, parce que la plupart des gens en salle de musculation n'ont pas ces connaissances, on va dire, en biomécanique directement, liées directement, voilà, à la courbe de tension de l'exercice, à la trajectoire de la tension, etc., Ça, c'est des choses qui vont être pour moi très importantes. Pour autant, c'est pas quelque chose qui va être un game changer de ouf, mais tous ces petits détails accumulés font que on a une très bonne prog qui nous convient à 99%, voire même à 100%, par rapport à quelqu'un qui a juste une bonne prog, on va dire où c'est juste logique, c'est bien construit, et qui lui convient, on va dire, à 70-80%. Voilà, c'est un peu pour imaginer tout ça. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour un petit peu de ce sujet? On arrive à un peu plus de 40 minutes, je crois, de podcast. Je pense qu'on va essayer de traiter rapidement du coup le sujet numéro 2. Quant à faire une petite dizaine de minutes, je pense que ça devrait pas prendre trop de temps. Pour pas dépasser trop l'heure sur ce podcast. Je pense que voilà, dans l'idée, pour conclure un petit peu sur ce sujet numéro 1, vous aurez compris qu'il y a pas mal de facteurs extérieurs, et encore là on n'a pas parlé de l'alimentation, on n'a pas parlé de l'hydratation, même du sommeil, de la récupération de la personne, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes et qui font que la programmation que vous allez lui faire va lui convenir totalement, ou que partiellement, etc., et qu'il y aura besoin de faire quelques petites retouches. Et vous voyez, même quand on a un avis, on va dire entre guillemets expert, là j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais je pense qu'aujourd'hui je peux qualifier mon avis, on va dire, en termes de programmation, d'un peu plus expert que voilà, une personne, on va dire, un peu plus lambda, même d'un pratiquant assidu.
Pour autant, ça peut quand même arriver qu'on ait besoin de faire quelques petites retouches parce que voilà, la personne simplement, elle se rend compte que au final, cet exercice-là, elle pensait bien l'aimer et au final, elle se rend compte au bout de 2 semaines que non, elle a du mal à progresser dessus ou inversement, en fait, c'était un exo qu'elle adorait et tout, mais en fait, le problème, c'est que maintenant, la machine, elle est stack complet, on peut plus rajouter de poids dessus. Donc maintenant, pour rajouter de la charge dessus, il faut rajouter des élastiques, machin et tout, c'est encombrant. Et voilà, donc il y a toujours besoin de faire des petits ajustements, même quand une prog est bien construite et que sur le papier, elle a l'air de convenir à 100%. Donc voilà, ça c'est vraiment encore un point à prendre en compte, savoir aussi faire des retouches sur une programmation. C'est pour ça, petit instant, je vais pas dire instant pub, mais c'est pour ça que moi personnellement, même quand je vends un programme sans suivi, donc juste un programme personnalisé, je propose toujours à la personne que on ait la possibilité de remodifier pendant 2-3 semaines ce programme de manière à ce que moi je veux vraiment que la personne elle ressorte avec un programme le plus personnalisé qui lui convient le mieux, et donc je veux pas qu'au bout de 2 semaines elle se dise ah ouais mais en fait il faudrait que je change ça, etc. Moi je l'inclus directement, dans la prestation. Pour moi, c'est quelque chose qui est logique et sensé pour le coup. Enfin bref, je pense qu'on a bien fait le tour de ce sujet. N'hésitez pas, si vous avez des points à rajouter sur ce sujet, à le dire, que ce soit en commentaire ou me le dire en DM, etc. Ou si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Donc voilà. Et sinon, maintenant, on va passer donc assez rapidement sur ce sujet numéro 2. C'est pas directement lié, quoique si, on pourrait dire, comparer directement sa prog avec celle des autres sur les réseaux sociaux, etc. Ce que je voulais aborder dans ce deuxième sujet, c'est le fait de se comparer beaucoup aux autres. Et en fait, là, on va être un peu en mode, alors ça y est, je vais dénoncer les dérives du feed game. Non, en vrai, on va pas faire de drama ou quoi que ce soit, mais ce que je voulais aborder sur ce sujet-là, c'est qu'il faut bien comprendre que se comparer à ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, que ça soit sa programmation, son évolution physique, sa diète, le nombre de steps que vous allez faire, vraiment toutes ces données-là, ça a strictement aucun intérêt parce que comme j'ai expliqué, vous voyez qu'il y a énormément de facteurs et que vous n'aurez jamais 2 personnes avec le même profil. Que ça soit d'un point de vue génétique, que ça soit d'un point de vue expérience, que ça soit d'un point de vue train de vie, etc. Et faut savoir que la plupart des gens que vous voyez sur les réseaux sociaux sont des gens qui surtout les gens qui publient très, très régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour, sont des gens qui en réalité du coup ne font que ça de leur métier. Personne qui travaille en 35 heures a le temps qui travaille à temps plein on va dire, a le temps de s'entraîner, d'avoir une bonne diète, d'avoir une vie sociale, etc. Plus de publier tous les jours sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment compliqué. Donc si vous voyez un peu quelqu'un comme ça, prenez bien en compte que c'est potentiellement déjà quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un percer sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui potentiellement ne fait que ça, on va dire, de sa journée et qui peut du coup déjà progresser optimalement. En plus de ça, prenez bien en compte, et ça c'est quelque chose que je découvre de plus en plus, et je m'en doutais déjà avant bien sûr, et c'est pour ça que moi j'étais pas trop sur les réseaux avant de démarrer mon activité. La plupart des gens sur les réseaux sociaux, ils vont déjà montrer que ce qui les arrange, ça c'est un premier fait. Donc c'est pas forcément du mensonge, c'est plutôt on va enjoliver la réalité, et en soi c'est compréhensible. C'est vrai que plus le temps passe, plus je suis sur les réseaux, plus je comprends qu'il faut que j'essaye toujours d'enjoliver les choses, que moi il y a encore pas si longtemps, jamais je postais des retours clients, etc. en mode des avis qu'on m'envoyait, etc. Alors que pourtant c'est très fréquent qu'on me fasse des compliments en DM, c'est vraiment tous les jours, je vais pas mentir ou me jeter des fleurs là-dessus, et pourtant je le poste jamais. J'essaye aujourd'hui de le faire un peu plus, parce que je comprends bien que les réseaux sociaux c'est aussi malheureusement un jeu de m'as-tu vu, un jeu de montrer que regardez, vous avez vu, que ce soit mon lifestyle, que ce soit ce que je propose, mes coachings, mes propres résultats, les résultats de mes clients, il faut toujours que ça soit exceptionnel, qu'on soit toujours dans montrer le plus, et donc ça donne toujours cette impression sur les réseaux quand on regarde quelqu'un que lui toutes ses séances il performe, si je regarde un autre coach je vais voir lui tous ses clients il a que des transformations de ouf en peu de temps en plus et tout. Mais en fait c'est simplement parce que le mec déjà il enjolive, mais
Ça se dit ça? Je suis même pas sûr. Je sais pas si ça se dit comme ça, attendez. Enjolive? Non. Bref, vous avez compris dans tous les cas. Oh putain, je retravaille mon élocution, ça va plus du tout. Voilà, il va voilà, montrer que les bons aspects, il va montrer aussi que ses clients qui réussissent, hein, tout simplement. C'est vrai, quand on fait des retours clients, on va jamais montrer les retours clients qui peuvent être négatifs ou ce genre de choses. Après, peut-être qu'on n'en a pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais eu de personne qui me dit bon, bah, je suis vraiment pas satisfait, je voudrais arrêter le coaching, etc. C'est jamais arrivé, mais voilà, si ça arrivait, je ne le montrerai pas, ça serait aucun sens. Enfin, pourquoi je le montrerais, ça aurait pas de sens. Donc, il faut bien comprendre que c'est aussi logique, malheureusement, que on montre que le positif. Et moi, j'essaye d'être assez objectif et pas de faire le mec. Voilà, je suis un peu contre le côté voilà d'enjoliver. Il faut vraiment que je sache si ce mot se dit, parce que ça se trouve, je dis un terme là depuis tout à l'heure, enjoliver, là, je sais pas, enjoler, je sais plus. Bref. Voilà, je veux pas faire le mec toujours sur les réseaux, etc. Mine de rien, je vais jamais poster. Bon, ça c'est déjà arrivé hein, que je dise aujourd'hui très mauvaise séance. J'ai loupé cette perf, j'ai baissé en perf sur cet exo. Oui, en ce moment ça fait 2 semaines d'affilée que je fais des séances un peu compliquées, etc. C'est déjà arrivé que je le dise, mais les 3 quarts du temps, j'ai plutôt préféré montrer les séances, quand je poste mes séances, que ce soit en story ou en publication, je préférais montrer une séance où j'ai performé en fait, tout simplement. Donc, quitte à choisir si j'ai filmé plusieurs séries, celle que je vais mettre directement pour illustrer mon exercice, bah, ça sera la série la meilleure, la plus belle, etc. quoi. Donc forcément, ça peut donner un peu cet aspect, ouais regarde, lui quand il s'entraîne, bah, il fait jamais de mauvaises séances, il perf à chaque séance, etc. Non, c'est faux. Il faut savoir qu'il y a énormément, en plus de ça, de menteurs en fait sur les réseaux sociaux. C'est triste parce que on a déjà le premier niveau où les gens, on va dire, on va reprendre encore ce terme, enjolivent la réalité, où vont du coup mettre toutes les choses dans le sens du poil et faire en sorte que du coup on se dise ah ouais c'est un truc de ouf, il performe tout le temps. Mais prenez en compte qu'en plus de ça, il y a énormément de gens qui mentent en fait sur les réseaux sociaux. Ça c'est triste je trouve. Mais il y a énormément de gens qui directement vont mentir, ni plus ni moins, c'est même pas, ils vont tourner la réalité dans le bon sens qui va les arranger, c'est vraiment, il y a des gens qui mentent purement, et ça, moi je trouve que c'est vraiment dramatique, c'est pour le coup encore, voilà, faire en sorte que ça rende mieux, etc., de faire, comme je dis, d'enjoliver, bon j'espère que c'est vraiment un terme qui se dit, là, je bug dessus, encore, ça c'est pas trop grave, il faut savoir se vendre et tout. Donc voilà, moi je comprends bien aujourd'hui que je suis un peu de plus en plus obligé de le faire et je me mets à le faire de plus en plus parce que ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu malheureusement. Mais et malheureusement oui et non, parce que d'un autre côté ça motive, etc. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui directement vont ni plus ni moins mentir, tout simplement. Ils vont mentir, ils vont poster une photo comme quoi ils sont à la salle bien congestionnés, etc. Alors qu'en fait ils sont chez eux, ils se sont même pas entraînés aujourd'hui et ils s'entraîneront peut-être même pas demain. Et en fait c'est une photo qui date d'il y a 2 mois par exemple. Ça c'est très très fréquent mine de rien et je trouve ça alors moi je trouve ça vraiment dramatique. Il faut savoir que moi dans mes valeurs et dans mon code, dans mon sens moral personnel, le mensonge c'est vraiment c'est le truc de dernier recours en mode pour éviter de faire du mal à quelqu'un ou ce genre de choses quoi. C'est vraiment quand il y a vraiment une nécessité pure et simple, mais mentir un petit peu pour rien, etc. Alors là vraiment pour moi c'est mentir pour encenser sa propre personne, ce genre de choses, c'est vraiment l'ennemi, le truc dans lequel il faut pas tomber parce que à partir de ça il n'y a plus aucune limite en fait. Et vous voyez, il y a des gens qui vont vous montrer que ce soit leur lifestyle, etc. On va avoir l'impression qu'ils voyagent tous les jours, qu'ils voyagent toutes les semaines, etc. Alors que pas du tout, etc., etc. Enfin bref. Donc c'est pour ça que ne jamais vous comparer en fait à quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Là en plus si on va parler de physique, d'évolution, on pourra aussi bien sûr prendre en compte que il y a plein de gens, ils mentent tout simplement sur l'utilisation de produits dopants, sur leur temps de pratique aussi. Il y a des gens qui vont vous dire ça c'est mon évolution, ou alors ils vont parler aussi de l'évolution de leurs clients, ils vont dire ça c'est une évolution sur 3 mois alors qu'en fait c'est une évolution sur 1 an, etc., etc. Donc ça faut bien prendre en compte. Pareil sur l'évolution des clients, j'ai vu des choses où parfois
c'est même pas des clients à eux, c'est soit des photos qui ont été prises sur internet sur le compte de quelqu'un d'autre, voire même aujourd'hui, ça je sais pas encore si ça a déjà été fait, mais ça m'étonnerait même pas aujourd'hui avec l'IA où on peut faire des photos ultra réalistes, ça m'étonnerait pas qu'on puisse hyper facilement faire des avant-après ultra réalistes d'une personne juste avec une sorte de face swap ou genre de truc généré par l'IA, etc. Donc prenez bien en compte que les gens sur les réseaux sociaux, ce qu'ils vous montrent, sont souvent déjà, franchement 99% du temps, être voilà que entre guillemets le bon côté, et surtout, j'ai envie de dire, ça c'est quand même plus fréquent qu'on le pense. Alors je saurais pas dire si c'est 50% du temps ou juste 10%, mais il y a énormément de menteurs malheureusement, et donc voilà, franchement évitez un maximum de vous comparer à tout ça, parce que bah voilà, c'est triste en fait. Je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui servent à ça, mais malheureusement ça fait partie du jeu, ça fait partie de la méta en fait, hein, tout simplement. Voilà, plus on montre des trucs extraordinaires, plus on va buzzer, plus on va faire de visibilité, et donc les gens, c'est sûr, que ce soit par besoin de reconnaissance ou par on va dire spéculation, enfin plutôt par envie voilà, de buzz et voilà, par appât du gain, etc. Les gens vont toujours essayer de parfois mentir, etc. pour améliorer leur truc. Enfin voilà, c'est malheureux, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Et voilà, moi plus le temps passe, plus je commence à discuter avec d'autres gens hein, sur les réseaux et tout. Forcément là, ça fait un petit moment que je commence à être dessus. Des fois j'apprends des choses, hein, j'apprends des que ça soit sur d'autres coachs, sur d'autres influenceurs, sur d'autres ouais, ne serait-ce que pratiquants de muscu, mais même des gens qui pratiquent même pas la muscu ou ce genre de choses. J'apprends des choses, je me dis mais attends, jamais j'aurais pensé qu'il mentait là-dessus. En fait, le mec ment sur tout. Genre, tu te dis mais c'est lunaire. Enfin voilà quoi. Des gens qui retouchent énormément leurs photos, ce genre de choses. Enfin bref, vraiment beaucoup de trucs à prendre en compte. Donc c'est pour ça, moi perso, bon, là pareil, je vais essayer de pas me jeter des fleurs ou quoi, mais personnellement, j'essaierai toujours de rester le plus réel possible, parce que je pense que sur le long terme, de toute façon, les gens finissent par voir qu'on est quelqu'un de plutôt sincère et plutôt réel, qu'on est entre guillemets un bon, et que voilà, on n'est pas quelqu'un de menteur et d'opportuniste ou ce genre de choses, qui gratte du buzz sur les autres, tout ça. Donc je pense que sur le long terme, ça sert beaucoup plus d'être justement dans le vrai et d'éviter de faire ce genre de choses. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que c'est un raccourci énorme justement de mentir et d'enjoliver toujours les situations. Donc je comprends qu'il y ait énormément de gens qui le fassent, mais c'est surtout pour vous en tant que spectateur, prenez vraiment ça en compte, parce que c'est vraiment plus fréquent qu'on ne le pense, et voilà, faut pas que dans votre estime de vous-même, que même dans votre adhérence ça joue, parce que du coup on va être découragé, on va se dire ah ouais mais regarde, moi ça fait 6 mois je vais à la salle, regarde les résultats que j'ai, lui il dit que ça fait que 3 mois, ou même il dit que ça fait le même temps de pratique que moi, et regarde, il est beaucoup plus avancé que moi déjà, il a beaucoup plus de perf et tout. Bah ça se trouve, lui il dit que ça fait 6 mois, mais en fait ça fait 1 an. Il dit que ça fait 6 mois, mais il avait déjà fait 2 ans en fait de street ou de je ne sais quel autre sport auparavant, et en fait ça fait 6 mois qu'il est en salle, mais en fait ça fait 2 ans et demi qu'il fait de la musculation au final, puisqu'il faisait au poids de corps avant, et que même au poids de corps ça se trouve il se lestait, il rajoutait quelques exercices avec quelques petits matériels. Donc voilà, c'est toujours ces choses-là à prendre en compte, sans parler des produits dopants, tout ça. Donc voilà, beaucoup de menteurs. Pour conclure un petit peu là-dessus et pas s'étaler, je crois qu'on approche un petit peu là de l'heure bientôt sur le podcast. De toute façon, la conclusion ne va pas être trop longue, mais pour conclure un peu sur ce sujet-là, faites attention aux menteurs, tout simplement. Voilà, beaucoup de menteurs. Essayez en fait, pour moi le bon truc, si que vous essayez de trouver quelqu'un à suivre, voilà, que vous trouviez quelqu'un à suivre parce que vous aimez bien son contenu, ou que vous essayez de trouver par exemple un coach sur les réseaux, un coach en ligne, ou voilà, enfin vous essayez de vous informer en suivant quelqu'un sur les réseaux. Essayez toujours, je pense que le bon critère, moi personnellement quand je suis quelqu'un, il y a 2-3 têtes comme ça que je suis, qui sont parfois des gens avec beaucoup d'abonnés, parfois pas forcément, mais c'est simplement, je vois, on sent une sorte de sincérité quand il s'exprime, on voit que c'est pas quelqu'un qui a l'air voilà, d'en rajouter toujours énormément, par exemple, où il va te dire ah en ce moment
Dès que je m'entraîne, toutes mes séances, tous mes exercices, c'est plus 10 kilos sur mes perfs. En ce moment, je sais pas, il va toujours s'encenser énormément. Quand il va parler des résultats de ses clients, il va aussi encenser de ouf le truc en disant regardez, lui je lui ai fait prendre 10 kilos de muscle en seulement 2 mois. 10 kilos de muscle en 2 mois, c'est pas possible. Voilà, exactement. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Prenez bien en compte tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui se voit assez bien en vrai dans la personnalité de la personne. Surtout sur... Moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce format-là, un petit peu podcast, un petit peu facecam, parce que j'avais l'habitude du coup de m'exprimer uniquement justement derrière une vidéo où on me voyait pas en facecam, on saisissait peut-être pas forcément du coup directement, on va dire, ma personnalité, voir un petit peu le profil que j'ai. Là, vous voyez, avec la sortie de ce podcast, en final, le compliment que j'ai le plus reçu, et c'est un compliment qui me fait énormément plaisir pour le coup, c'est... on m'a dit plusieurs fois du coup, c'est qu'on voyait que j'avais une bonne mentalité, etc. et que ça se voyait que j'étais quelqu'un avec la tête sur les épaules, etc. que j'étais quelqu'un de vrai et de sincère. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est plutôt un point sur lequel je mets un point d'honneur en fait à rester comme ça. Et voilà, bon, ça, là très bien, vous pourriez vous dire, bah là je dis ça se trouve je suis un gros menteur aussi, hein, vous avez aucune raison de me croire. Donc c'est plutôt votre feeling directement. Et je pense que du coup se fier à un feeling comme ça, voir un petit peu le contenu qui est proposé aussi par la personne, quand on a quelqu'un qui toujours va essayer de proposer beaucoup de valeur de valeur ajoutée dans son contenu. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait juste du contenu en mode pour son propre ego, c'est-à-dire voilà, contenu où juste il poste une grosse perf, contenu on va dire un peu type aussi pour buzzer, du contenu un peu type clash, etc. Mais c'est quelqu'un qui poste du contenu où il va apporter une bonne valeur, etc. Ou en plus de ça c'est quelqu'un d'assez nuancé, tout ça. Vous allez voir que forcément si cette personne-là, le contenu qu'elle propose, il apporte beaucoup de valeur, qu'il est plutôt nuancé dans ses propos, qu'il apporte toujours plein d'hypothèses, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est plutôt assez réfléchi, qui va être plutôt objectif, qui va apporter, qui va souhaiter aider les autres, etc., etc. Parce que pour percer sur les réseaux et avoir de la visibilité, il y a plusieurs façons de le faire, mais au final le plus rapide c'est pas forcément de faire du contenu avec on apporte beaucoup de valeur, c'est plutôt au final de faire du contenu un peu plus ce qu'on appelle putaclic, c'est-à-dire vraiment du contenu un peu plus qui va apporter plus de clics, un peu plus de réactions, donc du clash, je sais pas moi, des trucs un peu plus drôles, etc. Enfin voilà. Pour moi c'est un peu le secret pour trouver des gens avec un contenu intéressant. Alors après du contenu drôle pour le coup, voilà, la personne peut être justement très très intéressante aussi. Contenu drôle, j'aurais pas tendance à le mettre dedans, mais voilà, plutôt du contenu, vous voyez, un peu plus drama, un peu plus égocentré, vous voyez, ce genre de choses. Et ça c'est plutôt dommage, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur des gens qui ont beaucoup de visibilité, et en fait on se dit ah ouais mais lui ça se sent que dans la vraie vie bon, je vais pas être vulgaire, mais ça se voit que c'est pas un mec avec le cœur sur la main, quoi, clairement. Donc voilà. Je pense qu'on va avoir fait un petit peu le tour de ce sujet. En tout cas, faites-vous confiance à votre instinct. Quand vous avez l'impression que quelqu'un est une bonne personne, en général, notre instinct, notre sixième sens, ou je ne sais quoi, nous trompe assez rarement. Bon, parfois on peut être trompé, mais voilà. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir un peu conclure du coup cet épisode. Donc voilà, fin de cet épisode numéro 3. J'espère que ces deux sujets vous auront assez plu. Donc là, sûrement que l'épisode numéro 4, je le ferai directement la semaine prochaine, qu'il n'y aura pas trop d'écart. Parce que là, voilà, j'ai eu une petite période de rush, mais normalement c'est plutôt bon. Donc ça va plutôt bien s'enchaîner. En tout cas, pas mal de contenu en ce moment, j'essaie de publier beaucoup plus sur les réseaux. N'hésitez pas du coup d'ailleurs à me suivre et sur Insta et sur TikTok, parce que des fois du coup je poste pas forcément le même contenu sur les deux, 3/4 du temps, tout ce qui va être un réel un petit peu plus long, etc. Ça va être grossièrement le même contenu, mais sur des posts, quand je vais poster un post sur Insta, en général je vais poster autre chose sur TikTok, etc. Et inversement, et sur Insta vous aurez plus tout ce qui va être un peu plus story, donc si ça vous intéresse de me suivre un peu plus au quotidien, je vous conseillerais d'être plutôt me suivre sur Insta. Si vous voulez regarder, voir un peu plus des fois du contenu un peu pas trop prise de tête, ou parfois c'est juste un peu même pour rigoler un petit peu, ça peut arriver, peut-être me suivre plus sur TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les deux réseaux. N'hésitez pas du coup aussi pour ce podcast là
à bien du coup mettre une petite review sur Spotify, à mettre, si vous êtes sur YouTube, pourquoi pas mettre un like, un commentaire, etc. Comme d'habitude, un petit peu toujours le petit blabla habituel sur ce genre de sujet. Je pense que vous êtes tous habitués maintenant par rapport à tout le contenu qu'on trouve aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu la norme, mais voilà, c'est sûr qu'en vrai, ça soutient beaucoup, mine de rien, pour l'algorithme, etc., etc. Donc je suis très reconnaissant si jamais vous mettez ne serait-ce qu'un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement ou quoi. Donc ça, merci beaucoup à vous pour ceux qui le font en tout cas. Quoi d'autre? Ouais, après juste non, c'est vrai que j'ai pas reconclu par rapport voilà, à l'épisode global, si on devait conclure globalement, que ce soit sur le format d'entraînement, sur tout ça, faites en sorte de faire des choses qui vous plaisent en fait. Faites simplement ce que vous aimez, priorisez en fait ce que vous aimez tout simplement, et normalement vous en ressortirez toujours un peu plus gagnant que si vous forcez à faire des trucs, etc. Même si bon, bien sûr, voilà, parfois il faut aussi un peu se forcer et se mettre parfois un peu, on va dire, pardonnez-moi l'expression, mais un peu quelques coups de pied au cul, voilà, pour un peu se mettre en route, mais essayez toujours de prioriser, on va dire, dans ces processus-là dans lesquels il faut se mettre un peu un coup de pied au cul, essayer de prioriser justement des engrenages qui vont un peu plus être faciles à tenir, voilà, donc prioriser des choses qui vous plaisent, où vous aurez plus d'adhérence, etc., etc. Je pense que c'est un peu ça au final le résumé de cet épisode, des deux sujets au final qu'on a traités aujourd'hui. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, ça fait énormément plaisir pour les gens qui me suivent, les gens qui écoutent ce podcast jusqu'au bout. Franchement, voilà, si vous êtes vraiment intéressé, que vous arrivez à suivre ce genre de podcast, ce genre de contenu pendant 1 heure, etc., et que vous êtes des gens plutôt intéressés ou des gens qui me soutiennent beaucoup, donc je vous en remercie énormément et je suis persuadé que vous allez être des personnes du coup qui vont réussir à performer beaucoup et que vous arriverez à atteindre des objectifs bien plus élevés que les gens qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 30 secondes sur un TikTok, et encore 30 secondes sur un TikTok par exemple, c'est déjà le bout du monde pour certains. Donc voilà, félicitations à vous pour ça. Et en tout cas, je vous remercie. Passez tous une très bonne semaine, journée, peu importe au moment à laquelle vous m'écoutez. Performez bien, concentrez-vous bien sur vos objectifs comme d'habitude, et on se dit à la prochaine pour l'épisode numéro 4 du Minotaur Podcast.